bonsoir, je suis très heureuse de vous retrouver. Comme chaque soir, je me permets de vous rappeler combien je compte sur vous pour diffuser nos émissions. Alors prenez une petite seconde pour cliquer sur le pouce en l'air. C'est tout sauf anodin, ça dope littéralement notre visibilité. C'est aussi le cas quand vous nous écrivez juste en dessous dans la rubrique des commentaires. Tous ces gestes sont vraiment très importants, alors je compte sur vous. Au programme de cette édition, nous revenons bien sûr sur cette incursion des juges dans la vie politique française. La condamnation de Marine Le Pen sidère bien au-delà des rangs du Rassemblement national qui se voit privé de sa candidate pour la prochaine présidentielle. Le député européen Virginie Joron nous livrera ses inquiétudes face à ces procédés de plus en plus fréquents au sein des institutions bruxelloises. Aux États-Unis, demain, mercredi, c'est le jour de la libération. Les nouveaux tarifs douaniers imposés par Donald Trump font trembler les bourses, de quoi dessiner les contours d'une nouvelle guerre commerciale. Et puis de retour en France, nous évoquerons le projet de réforme de l'éducation nationale porté par François Bayrou, une nouvelle copie qui consiste avant tout à détricoter les réformes des 15 dernières années. Les juges devenus arbitres politiques, alors que les infractions judiciaires dans le jeu démocratique se multiplient au sein de l'Union européenne, la décision d'empêcher Marine Le Pen de se présenter à l'élection présidentielle de 2027 devant les Français dépasse de loin nos frontières. Le point tout de suite. Le gouvernement des juges est-il supérieur à celui du peuple ? À cette question cruciale en démocratie, la magistrature semble avoir décidé de répondre par l'affirmative. Lundi, par l'énoncé de la condamnation de Marine Le Pen dans l'affaire dite des assistants fictifs, les juges ont donc décidé d'éliminer d'office la favorite de la prochaine élection présidentielle française. Une décision très grave pour Laurent Jacobelli, le vice-président du groupe RN à l'Assemblée nationale. Vous savez, l'élection, c'est une personne, une rencontre entre un candidat et le peuple. Et clairement, les juges ont voulu que ce ne soit pas Marine Le Pen. Ils ont voulu les priver de leur candidate naturelle et peut-être d'une prochaine élection présidentielle. C'est très grave. Une décision qui repose sur le prononcé de l'exécution provisoire de la peine d'inéligibilité de 5 ans. Pour être plus clair, dans ce cas de figure, l'appel ne suspend pas la peine. Un cas de figure qui viendrait presque battre en brèche le principe fondamental de la présomption d'innocence que l'on accorde à tout justiciable faisant appel de son jugement de première instance. Cette décision peine à trouver un fondement en matière juridique dans la mesure où la disposition est normalement prévue dans le cas de risque de récidive. Dans le cas présent, Marine Le Pen n'étant plus ni députée européen ni présidente du Rassemblement national, l'argument peine à convaincre. Le délibéré fait toutefois état noir sur blanc d'un risque de récidive caractérisé. Il peine d'autant plus à convaincre quand il est mis en parallèle des propos de la juge chargée du dossier, laquelle a très bien saisi la portée de son jugement, comme le rappelait le député de la Somme, Jean-Philippe Tanguy. Eh bien, elle explique que l'exécution provisoire est motivée par je cite, j'ouvre les guillemets, le trouble à l'ordre public que représenterait la candidature de Marine Le Pen à la présidence. Des propos qui semblaient donc lever le doute quant aux intentions de la justice. Une justice bien chahutée depuis cette décision. En effet, la portée démocratique ou antidémocratique de la décision fait en toute logique ressurgir d'autres casseroles de la magistrature. Ainsi, comment ne pas se souvenir de l'éviction éclair avec une mise en examen tout aussi véloce en 2017. Cette fois, la cible n'était autre que François Fillon, candidat des Républicains considéré par l'essentiel des sondages comme celui qui pourrait contrecarrer l'ascension au pouvoir d'un certain Emmanuel Macron. Faut-il également rappeler que le syndicat de la magistrature, auquel n'adhèrent certes pas tous les magistrats, mais une part non négligeable, avait pris position par communiqué dans l'entre-deux tours des dernières législatives pour appeler à faire barrage, je cite, à l'extrême droite pour défendre l'état de droit. Un laïus totalement assumé par une partie de l'extrême gauche, à l'image de la patronne des Verts, Marine Tondelier. Mais le syndicat de la magistrature, quand il dit qu'il ne souhaite pas que le RN arrive au pouvoir, c'est parce qu'ils sont juges et qu'ils protègent la justice et qu'ils savent que ce parti est hostile à l'état de droit. L'extrême droite hostile à l'état de droit. Un vieux fantôme qu'affectionnent les juges pour jouer à se faire peur. Une démonstration est d'ailleurs faite dans la deuxième motivation quant à l'exécution des peines. En effet, le tribunal estime qu'en plus du prétendu risque de récidive, il y aurait un risque de trouble majeur à l'ordre public
démocratique. Plus explicitement, les juges estiment qu'il y aurait un danger à voir Marine Le Pen candidate ou même élue présidente de la République si elle était condamnée. C'est donc avec cette intime conviction qu'ils décident, en lieu et place des Français, en l'excluant des élections. C'est donc bien ce point qui a provoqué l'indignation bien au-delà des rangs du Rassemblement national. Même l'inénarrable Jacques Attali a estimé que ce n'était pas une bonne nouvelle pour la démocratie. Du côté de l'ancien conseiller spécial de Nicolas Sarkozy, Henri Guénaud, on proposait une solution pour sortir de cette situation dangereuse. Il y a une solution. Quelle solution, voilà, la solution qui est une solution qui est juridiquement parfaitement acceptable, qui est constitutionnelle. Cette solution s'appelle l'article 17 de la Constitution. C'est la grâce donne présidentielle. au président de la République le droit de grâce. Voilà. Une grâce d'Emmanuel Macron. Au-delà du principe qui ressemblerait à un baiser de la mort accréditant les thèses selon lesquelles le système au pouvoir se sert de Marine Le Pen pour se maintenir, cette hypothèse serait envisageable uniquement en cas de condamnation définitive de Marine Le Pen. En d'autres termes, il faudrait que la candidate désormais empêchée ne fasse pas appel et reconnaisse sa culpabilité pour ensuite espérer bénéficier d'une grâce macronienne. Difficile à imaginer et peu souhaitable pour l'intéressé donc. Les perspectives sont donc bien maigres pour Marine Le Pen malgré l'affichage d'une certaine combativité lors de son intervention lundi soir. En effet, l'hypothèse selon laquelle le jugement en appel puisse avoir lieu avant les échéances des dépôts de candidature et de signature pour la présidentielle est très peu probable. De plus, il faudrait encore que l'appel revienne sur l'exécution provisoire et donc que des juges acceptent de prendre à revers la décision de leurs collègues. Là encore, bien peu probable. Une situation qui pourrait bien se multiplier au sein de l'Union européenne, comme le confie le député européen du RN Virginie Joron, véritablement révoltée. Je suis assez révoltée par cette décision nationale, puisqu'on voit bien que c'est une décision de politique et pas du tout de justice, puisqu'on voit bien que tout est fait pour tuer politiquement notre leader Marine Le Pen. Je sais effectivement le lien avec ce qu'on a vu en Roumanie, parce qu'effectivement, c'est le laboratoire aujourd'hui de la démocratie. Ils ont utilisé un outil qui s'appelle le DSA, le Digital Service Act, avec des arguments fallacieux au regard d'une utilisation abusive de TikTok pour annuler des élections. Ça, c'était déjà la première alerte. Et la seconde, c'est d'empêcher des candidats comme Georgescu et l'autre Diana Sosokahas, parce qu'en fait, ils ne représentent pas les valeurs dites de l'Union européenne. Il y a eu, depuis 2 ans, des alertes autour des élections, notamment, on a vu une tentative d'assassinat en Slovaquie contre M. Fico. Je reprends l'exemple du Rassemblement national, où on nous a empêchés avec des fermetures de comptes bancaires. On a vu toujours des campagnes de dénigrement lors des seconds tours. On le voit en Hongrie avec des attaques contre Viktor Orban. On l'a vu en Italie avec Matteo Salvini, où ils ont tenté aussi de le mettre en prison avec les décisions qu'il avait prises autour de l'immigration quand il était ministre de l'Intérieur. Donc on voit bien qu'il y a un cycle contre la démocratie, mais en fait un cycle contre une voix du peuple qui ne leur plaît pas. Mercredi, c'est jour de libération pour les États-Unis. Le 2 avril symbolisera le lancement de la grande offensive douanière de Donald Trump. Alors sommes-nous face à un tournant de l'économie mondiale ? Réponse avec Olivier Frère-Jacques. This is the beginning of Liberation Day in America. Le jour de libération, c'est ainsi que Donald Trump a nommé la journée du 2 avril, à partir de laquelle les États-Unis prévoient d'imposer des droits de douane réciproques, une mesure visant à rééquilibrer les échanges avec les partenaires commerciaux accusés de pratiques déloyales. Cette annonce, qui fait suite à des mois de tensions économiques, propulse l'or à un sommet historique de 3127,92 $ l'once, tandis que les marchés financiers mondiaux vacillent. Depuis son retour à la Maison-Blanche, Donald Trump a fait des droits de douane son arme de prédilection. Dès le mois de février, il a imposé des taxes de 25% sur l'acier et l'aluminium, suivi de 20% sur les produits chinois et de 25% sur les importations automobiles, effectives dès le 2 avril. Ces mesures, qui s'ajoutent à des surtaxes contre le Canada et le Mexique, visent à réduire le déficit commercial américain qui a atteint 1 200 milliards de dollars en 2024. Le président américain justifie ainsi ces mesures en affirmant que son pays a longtemps été dépouillé par ses partenaires.
Dans son style toujours très tranché, le président américain a provoqué des secousses boursières. Le S&P 500, un indice boursier basé sur 500 grandes sociétés cotées sur les bourses aux États-Unis, a chuté de 7% en un mois. Tokyo a perdu 4% le 31 mars et les bourses européennes ont suivi la tendance. L'inflation menace, portée par la hausse des coûts des importations, ce qui favorise l'or, valeur refuge par excellence. Les banques centrales inquiètes accumulent le métal jaune, tandis que les incertitudes géopolitiques, notamment avec la Russie, accentuent cette ruée vers l'or. Pour l'Europe, mais également pour l'Asie, l'industrie automobile risque aussi de subir ces mesures, et c'est précisément ce secteur que le président américain vise. We're signing a executive order today that's going to lead to tremendous growth in the automobile industry. Donald Trump espère ainsi réindustrialiser les États-Unis, mais les effets à court et moyen terme demeurent incertains et il faudra probablement passer par une perte de compétitivité et une flambée des prix pour les consommateurs américains. Les pays visés préparent, eux, des représailles à l'image de la Chine. 如果美方在错误的道路上越行越远，我们将奉陪到底。 Le Japon et l'UE pourraient aussi suivre, d'autant que Bruxelles a été spécifiquement ciblée par le président américain. EU was set up in order to take advantage of the United States. I'm not happy with the European Union, I want to tell you, and we're going to win that. We're going to win that financial battle. Paradoxalement, cette offensive pourrait accélérer le libre-échange ailleurs, comme entre la Chine, le Japon et la Corée du Sud. Le président américain semble déterminé et des secteurs économiques entiers pourraient en subir les conséquences, notamment dans le domaine de l'alcool, qui pourrait connaître des taxes à hauteur de 200% et couper net les exportations du vieux continent vers les États-Unis. À l'aube de ce jour de libération, le monde retient son souffle. Entre bluff et détermination, Donald Trump joue une partie risquée, dont les répercussions pourraient transformer durablement l'économie américaine, mais aussi celle de ses partenaires et concurrents. Encore une réforme de l'éducation nationale. Après avoir fait le constat de la dégringolade de l'école française, François Bayrou présente de nouvelles pistes, pas si nouvelles. Explication Renaud de Bourleuf. François Bayrou retourne à l'école. Le Premier ministre a présenté son plan de refondation de l'école à l'occasion d'un déplacement dans un établissement scolaire de Rueil-Malmaison dans les Hauts-de-Seine avec le ministre de l'Éducation nationale, Elisabeth Borne. Il n'est pas du tout dans notre esprit de faire ces grandes lois de réforme qui changent tout, Madame la directrice de l'enseignement scolaire. Il est dans notre esprit de répondre précisément aux problèmes que nous identifions, d'y répondre avec volonté et en même temps avec l'humilité nécessaire, parce que si c'était facile, ça se saurait. Un sujet que François Bayrou connaît bien, il a été ministre de l'Éducation nationale de 1993 à 1997, soit le passage le plus long de la Ve République. J'ai quitté le ministère de l'Éducation nationale il y a de longues années, avant l'an 2000, et que depuis 25 ans, le niveau des élèves a continuellement été mesuré en chute, puisque entre cette période et maintenant, à l'échelon d'une génération, entre 2000 et 2025, le niveau des élèves, mesuré par les enquêtes nationales et internationales, a connu une baisse supérieure à 1 an. Ça veut dire que le niveau de 5e, il y a un quart de siècle, c'est l'équivalent du niveau de 4e aujourd'hui. Un constat d'échec faisant notamment référence au classement PISA. En effet, tous les 3 ans, le programme international pour le suivi des acquis des élèves classe 81 pays selon leur niveau scolaire. Dernier classement de 2023, une véritable douche froide pour la rue de Grenelle. La France est 26e en mathématiques et en sciences, et surtout 29e et en dessous de la moyenne en compréhension de l'écrit. L'écrit est donc au cœur du plan de refondation de l'école. En vérité, il n'y a pas de réussite, en tout cas scolaire et universitaire, s'il n'y a pas la capacité de maîtriser la lecture et l'écriture. Alors c'est vrai, évidemment, pas seulement pour ce qui est lettres, mais pour ce qui est chiffres et sciences. Et donc, la reconquête de l'écrit dans
toutes les classes dans tous les niveaux de notre école primaire et secondaire doit être considérée comme, pour nous tous, comme une exigence à laquelle nous ne devons pas échapper. Anne Coffinier, présidente de l'association Créer son école, revient sur ces effets d'annonce. C'est fondamental de mettre l'accent sur la maîtrise de l'écrit et le terme un peu, j'ai envie de dire, belliqueux, reconquête de l'écrit, pourquoi pas dire nous sommes en guerre, est assez judicieux vu la gravité de la situation. Maintenant, pour l'instant, on ne sait pas grand-chose de son fameux plan de reconquête de l'écrit. Les mesures plus précises vont être annoncées pour l'été et un groupe de travail est monté autour de l'écrivain Éric Orsena. Donc on en est à des considérations générales, on est plus à l'affirmation d'une volonté de remettre la maîtrise de l'écrit, que ce soit d'ailleurs le calcul, mais aussi l'expression orale et l'expression écrite avec l'orthographe, la conjugaison, la grammaire, au cœur des préoccupations de l'école. Ça, me paraît une bonne chose. Mais le détail du plan est encore parfaitement inconnu. Donc il faut voir comment ça se traduit. C'est pas exclu que sans formation continue sérieuse des professeurs, ça ne donne rien du tout. La formation des enseignants, second pan de la réforme, est justement le seul sujet sur lequel des annonces précises ont été faites. Concrètement, à partir de 2026, les professeurs du premier comme du second degré seront recrutés après une licence, donc à Bac+3 et non plus à Bac+5 comme actuellement. Les enseignants devront recevoir, après leur recrutement, 2 ans de formation professionnalisante. C'est tout à fait une réforme qui va dans la bonne direction. Il était temps. Recruter à Bac+5, c'est une absurdité totale. En fait, on est en train de réinventer l'école normale, mais en moins bien. L'école normale, c'est une école où on recrutait en 3e ou ensuite au niveau du bac, et avec une approche intégrée pendant 3 ans, pluridisciplinaire et polyvalente. Et on avait donc des élèves qui avaient une formation à la fois pédagogique, morale et disciplinaire très poussée et qui savaient pourquoi ils étaient là. Ils étaient là pour enseigner. Et là, on est en train de faire une sorte d'école normale, mais on recrute quand même des Bac+3 et auxquels on va rajouter 2 ans. Donc on va de toute manière se retrouver avec Bac+3 plus 2 ans. Alors l'amélioration, c'est de créer une licence pluridisciplinaire, donc de réinventer une sorte d'école normale. Ça, c'est quand même une amélioration, mais ça ne suffira pas parce que il faut aussi relever le niveau du bac, et ça, ce n'est pas fait. Parce que si on recrute des professeurs qui ont déjà d'énormes lacunes, c'est pas 3 ans d'enseignement pluridisciplinaire, entrecoupés de stages qui leur permettront de les combler. Donc c'est bien, mais ça suffit pas. Il faut changer le bac, le rendre plus exigeant, et par ailleurs, il faut associer à ça une formation continue. La France est le pays dans lequel la formation continue est la moins pratiquée. Donc ça va dans le bon sens, mais on ne sait pas encore tout à fait où il faudrait aller. Les ministres savent au moins d'où ils partent, un secteur déserté par les candidats, échaudé par les rallongements de cursus successifs depuis Xavier Darcos ou Sarkozy jusqu'à Jean-Michel Blanquer en 2021. Mais le problème de la formation des instituteurs remonte en réalité à la présidence Mitterrand. La motivation pour faire cette réforme, c'est de répondre à la chute de l'attractivité du métier d'enseignant et la chute du niveau des élèves. Alors pour ce qui est de l'attractivité, on se dit qu'en recrutant plus tôt, on en attirera plus, et c'est vrai, parce que ça permet d'avoir une plus grande partie de la classe moyenne en particulier qui ne peut pas se payer des études longues et coûteuses. Et pour ce qui est de relever le niveau des enseignants, ça va dépendre de la qualité de la formation qui est dispensée pendant cette période d'études. Et là, pour l'instant, on n'a pas de raison particulière de penser que ça sera mieux fait qu'avant. Mais c'était urgent de le faire parce que le nombre de candidats depuis la réforme Blanquer de 2021, qui a passé le recrutement de Bac+4 à Bac+5, il avait chuté de 45% dans le premier degré et de 21% dans le second. Donc on est vraiment dans une situation où on n'a plus de candidats pour devenir professeur. Donc il y avait une urgence complète. Cette réforme-là ne tourne toujours pas le dos à l'esprit de la réforme de 1989, qui était de dire finalement on va faire à peu près le même type de formation pour les professeurs du primaire et du secondaire. Et on est toujours dans ce carcan-là de traiter pour des questions en fait d'ego et portées par les différents syndicats. On est toujours dans cette idée qu'il faut former grosso modo les profs du primaire et du secondaire de la même manière. Et ça, à mon avis, c'est une grande erreur. Ça n'a rien à voir. Et la dimension disciplinaire et d'un côté la dimension polyvalente de l'autre et généraliste sont tout à fait différentes. Et tant qu'on ne tournera pas le dos à cette idée que tout ça c'est la même chose, on ne retrouvera pas un niveau académique digne de ce. Et l'on reste en compagnie de Renaud de Bourleuf, cette fois pour l'actualité en bref.
Du changement dans le budget des Français. Ce mardi, de nombreuses prestations sociales sont augmentées de 1,7% pour suivre l'inflation. Parmi elles, on retrouve le RSA, l'allocation adulte handicapé, ainsi que les allocations familiales. Le prêt à taux zéro est quant à lui étendu à l'ensemble des biens immobiliers neufs du territoire. L'an dernier, il ne concernait que ceux situés dans les zones dites tendues. L'assurance chômage, en revanche, devient plus difficile à obtenir, notamment pour les seniors. Par exemple, le calcul de l'allocation chômage se fera désormais sur 30 jours par mois. Jusqu'ici, il était basé sur le nombre réel de jours du mois, ce qui engendrera une perte sèche de plusieurs jours sur une année. Parmi les autres changements qui entrent en vigueur ce mardi, citons aussi la fin de la trêve hivernale, l'alourdissement des frais de notaire, ainsi que l'augmentation du prix du gaz. Le marché des véhicules neufs en net recul en France. Selon la plateforme automobile, le nombre d'immatriculations de véhicules neufs a baissé de 14,5% en France sur un an. La baisse touche le groupe Stellantis en recul de 17%, Volkswagen qui perd 4,8%, mais surtout Tesla. Sur un an, les ventes de véhicules de la marque d'Elon Musk ont reculé de 36,8%. Si la marque souffre du contexte, elle est aussi victime d'un boycott visant son PDG, devenu conseiller de Donald Trump. Le désamour des Français pour Tesla n'est pourtant rien comparé à la situation américaine. Outre-Atlantique, les ventes sont aussi en chute libre. Pire encore, des militants de gauche radicale s'en prennent aux concessionnaires de la marque à travers tout le pays, dégradant, voire incendiant des véhicules. La guerre contre les automobilistes fait fausse route. Ce mardi, une proposition de loi transpartisane a été déposée à l'Assemblée nationale pour conditionner le permis de conduire à une visite médicale. La principale mesure consiste en l'instauration d'une visite médicale par un médecin généraliste pour obtenir son permis, mais aussi pour le renouveler. Elle serait nécessaire tous les 15 ans. À partir de 70 ans, la visite de renouvellement serait même obligatoire tous les 5 ans, alors que les personnes âgées ont tendance à arrêter spontanément de conduire lorsqu'elles n'en sentent plus la force. Par ailleurs, une visite médicale ferait probablement l'impasse sur la consommation d'alcool et de stupéfiants. La drogue est pourtant responsable dans plus d'un accident mortel sur 5. L'aile ou la cuisse, édition 2025. Lundi, le guide Michelin a dévoilé la liste des nouveaux restaurants étoilés. Ainsi, le restaurant Christopher Coutenceau à La Rochelle a retrouvé sa 3e étoile 2 ans après l'avoir perdue. 3e étoile a aussi été attribuée à l'établissement breton Le Coquillage du chef Hugo Rollinger à Saint-Méloire-des-Ondes près de Saint-Malo. La 2e étoile a été attribuée à 9 restaurants, parmi lesquels Maison Nouvelle, ouvert il y a moins de 4 ans à Bordeaux dans le quartier des Chartrons. Un nouveau triomphe pour son chef Philippe Etchebest. Je voudrais faire un petit coucou à ma femme qui n'est pas là, j'embrasse très très fort et si je suis là aujourd'hui c'est aussi beaucoup grâce à elle et bien évidemment à mes équipes. Voilà, je voulais leur faire un petit clin d'œil parce que c'est important. Merci. Des talents prometteurs ont aussi été récompensés, à l'instar de Valentina Jacobet qui a remporté le prix Michelin du jeune chef de l'année 2025, ainsi que sa première étoile pour son restaurant Ginko à Lille. Et nous poursuivons avec Olivier Frère-Jacques pour l'actualité internationale. Emmanuel Macron courbe les chines devant Tebboune. Lundi, Paris et Alger ont publié un communiqué commun annonçant la reprise de leurs relations à la suite d'un entretien téléphonique entre les deux présidents. La question de la coopération sécuritaire est au cœur de la reprise du dialogue. Pendant plusieurs mois, Alger nous a humiliés en refusant les laissez-passer consulaires ou en nous renvoyant par avion ses ressortissants clandestins expulsés. Le communiqué ne dit pas comment cette question des OQTF sera réglée. Le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, doit se rendre dans les prochains jours à Alger. Quant à l'écrivain binational Boualem Sansal, emprisonné à Alger, Emmanuel Macron s'est contenté d'appeler Abdelmajid Tebboune à un geste de clémence. Pour Bruno Retailleau, qui voulait faire de sa riposte graduée un moyen de montrer de l'autorité, c'est raté. L'armée israélienne ordonne l'évacuation de Rafah avant une nouvelle offensive. Tsahal a appelé lundi les habitants de la ville du sud de Gaza à évacuer vers Al-Mawassi, annonçant une opération imminente contre le Hamas. Cette décision intervient après la reprise des hostilités le 20 mars, suite à la rupture de la trêve par Israël, qui accuse le Hamas de retenir des otages. Rafah, refuge pour des centaines de milliers de Palestiniens, redevient un champ de bataille alors que sur le terrain diplomatique, le Hamas se positionne désormais en opposant au plan de déplacement soutenu par Donald Trump et critiqué par les pays arabes et presque tous les États occidentaux. Téhéran menace de se doter de l'arme nucléaire en cas d'attaque, alors que Donald Trump a menacé dimanche de bombarder la nation perse si les pourparlers sur le nucléaire échouaient. Le proche conseiller de l'ayatollah Khamenei, Ali Larijani, a averti que l'Iran n'aura d'autre choix que de développer l'arme nucléaire pour sa sécurité si les États-Unis optaient pour une attaque. Téhéran rejette depuis longtemps les soupçons occidentaux sur ses ambitions nucléaires, affirmant que son programme est civil. Alors que Donald Trump, revenu au pouvoir aussi entre dialogue et pression maximale avec de nouvelles sanctions, l'Iran se dit prêt à des discussions indirectes, mais refuse toute négociation sous la menace.
Et voilà, nous arrivons déjà à la fin de cette édition. Vous pouvez dès à présent retrouver Choc du Monde. Édouard Chaneau reçoit Laurent Michelon, spécialiste de la Chine. On se rend compte que si on est fonctionnaire européen ou diplomate européen, on se rend compte qu'on a été largué en race campagne par les États-Unis, qu'on a brûlé tous les ponts avec la Russie. Donc finalement, qui est-ce qui nous reste comme partenaire commercial ? Il nous reste que la Chine, et qui on a de la chance, malgré toutes ces années de sinophobie dans les médias et dans les chancelleries, la Chine nous tend encore toujours la main pour faire du commerce. Donc, qu'est-ce qui s'est passé la semaine dernière ? Jean-Noël Barrot est venu à Pékin nous expliquer qu'il était contre la guerre commerciale. Alors que c'est ses prédécesseurs, Le Maire, Séjourné, Macron, qui disaient il faut dérisquer, il faut découpler. La Chine est un rival systémique. Donc voilà, vous rendez compte en fait la volte-face de l'administration française d'abord, et je pense qu'on ne va pas tarder à le voir du côté européen, c'est qu'en fait on n'a plus le choix. La seule décision réaliste et bénéfique à la France, et je me fiche un petit peu de l'Union européenne, donc je parle de la France, c'est effectivement de se tourner vers la Chine et finalement d'accepter de commercer avec elle en bonne intelligence. Également au programme de votre soirée, le Zoom du jour, Jean-Yves Le Gallou évoque son ouvrage « Mémoires identitaires ». Sur la chaîne format court de TVL, Claude Cholet fait le portrait piquant du politologue Stéphane François. Et à présent, c'est le moment de se quitter. C'est déjà la fin de cette édition. Merci à tous pour votre fidélité. On se retrouve demain. Bonsoir.